Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Patricia Fontanilas. Je suis chargée de mission à la direction des sports au bureau 3B, au bureau qui gère les métiers de l'animation et du sport. J'ai en charge plus particulièrement donc la filière natation. Donc c'est à ce titre que je vais donc introduire cet atelier, cette table ronde concernant donc l'accès au métier, la construction des parcours et cartographie du métier. Alors, je vais essayer de faire rapide du coup sur l'introduction puisque bon nombre de points ont déjà été évoqués, mais effectivement le sujet de la formation est une thématique qui semble bien souvent complexe, voire compliquée, voire illisible pour certaines personnes. Alors, ça peut s'entendre puisque bien évidemment, il va s'agir d'apporter des réponses à des acteurs, à des candidats potentiels qui ont des parcours différents, qui ont des cultures différentes. Et nous savons tous aujourd'hui dans cette salle toute la richesse, d'accord, de la culture liée au milieu aquatique et à l'eau. Ces acteurs donc de la certification professionnelle, je vais l'appeler métier de l'eau pour simplifier, doit être en capacité de proposer des parcours, des entrées en formation, des constructions de parcours de formation en fonction des profils de candidats, des profils qui ont des parcours différents, que ce soit des parcours individuels, des parcours collectifs, des parcours culturels, sportifs, et le tout en tenant compte des évolutions qui ont été déjà largement évoquées ce matin, des évolutions sociétales, générationnelles, qui sont parfois aussi contingentes. On a évoqué les problématiques de gestion des structures tout à l'heure, liées au, comment dirais-je, à l'éco-responsabilité. Alors, que ce soit pour l'accès au métier ou que ce soit pour la construction des parcours, il va falloir effectivement avoir un objectif commun, c'est-à-dire s'adapter au métier par l'acquisition de compétences qui ont déjà été évoquées, de compétences professionnelles. Alors, voilà, c'est bon. Donc ces compétences, effectivement, elles sont au cœur du débat. Ce matin, effectivement, la question a été posée, c'est quoi le périmètre métier du maître nageur? En tout cas, trois maîtres mots, il me semble, qui sont d'abord la natation, dans toutes ses acceptions, je ne reviens pas sur le détail, la sécurité omniprésente. Alors, la sécurité, c'est... au départ, on pense sécurité des établissements, des structures. J'en veux cette semaine pour preuve, il y a eu encore un problème en région parisienne, d'émanation de chlore pendant une séance de pédagogie scolaire, donc avec des intoxications. Donc voilà, la sécurité, c'est pas un vain mot, c'est quelque chose de concret. Quand on parle de sécurité dans la piscine, notamment, ou de pollution en mer, on parle bien de sécurité. Et puis, c'est aussi la sécurité par le savoir nager, c'est-à-dire que première façon de se sauver lorsqu'on est dans l'eau, c'est déjà de savoir nager et de savoir correctement nager. Voilà. Et puis, on parle de santé parce que savoir nager, correctement nager, c'est aussi, dans le sud-ouest, aller nager dans les vagues. Et pour ça, il faut avoir la santé. Donc, c'est aussi l'animation. Et là, je voudrais que ça ne revête pas. Quand on parle d'animation, des fois, c'est un peu péjoratif. Les séances d'aquagym, un petit peu. Mais l'aquagym, c'est une façon aussi de rester, de se maintenir, en bonne forme. Et puis de pouvoir l'été partir en vacances et puis aller nager, prendre un peu de risque dans des environnements où il faut être capable d'aller et venir, quelle que soit l'énergie à déployer. Alors, donc ça doit être ça, voilà. Alors, je vais aller vite, je vais essayer de rattraper un peu de temps. Je vais aller vite parce que, en fait, ce schéma, alors, est-ce qu'il traduit pour vous de la complexité? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez là sur le podium aujourd'hui les représentants, d'accord, des accès majeurs au métier de maître nageur sauveteur. Alors les parcours, ils sont multiples. J'ai pas tout mis sur cette slide. Évidemment, on va évoquer quatre curseurs, quatre profils de candidats potentiels, mais il y en a bien d'autres.
dans la salle, il y a la SNSM, la police nationale, les pompiers, et j'en passe, et ils m'excuseront. Mais voilà, il y a énormément de personnes qui sont concernées par cette compétence, d'accord, à enseigner, à encadrer et à sauver en milieu aquatique. Alors, les accès, je vais aller très vite du coup, pour rentrer, donc 4 entrées, ministère des Sports, Éducation nationale, enseignement supérieur et fédération sportive. Donc, je vais commencer par le ministère des Sports. Alors, en haut à droite de la diapo, des candidats qui vont chercher des compétences à l'apprentissage, à l'enseignement et à l'animation de la natation, et qui, pour certains autres, partent ensuite sur de l'entraînement en DE et DES GEPS. Alors, tous ces parcours permettent soit directement d'accéder au titre de MNS, le niveau 4 avec le BPAAN, parce que le BNSSA est un prérequis avec les prérogatives de surveillance et de sauvetage. Pour les DE et DES, donc nous avons donc tous les DE et DES de la filière natation et le DE triathlon et discipline enchaînée qui est très très récent, mais qui va aussi permettre d'aller avec donc une formation complémentaire qui est appelée un certificat de spécialisation sur la sécurité et le sauvetage, le CSSSMA, certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique. Alors, en écran, l'éducation nationale, qui effectivement, avec un niveau 4, via la mention complémentaire encadrement secteur sportif, eh bien, va permettre à tous les candidats potentiels qui ont le niveau pour entrer en formation et qui ont l'objectif d'aller vers ce métier, eh bien, de pouvoir acquérir dans les mêmes conditions que pour le BPAAN, BPGEPS AAN, les prérogatives d'apprentissage, d'enseignement et de sauvetage, puisqu'ils ont également en prérequis le BNSSA. Je passe très vite puisque je laisse à chaque intervenant ensuite le soin d'entrer dans le détail des parcours. Pour l'enseignement supérieur, les prérogatives et les compétences qui sont attendues portent sur l'animation, l'apprentissage, l'enseignement et la performance dans l'ensemble du périmètre activité de la natation. Et puis, donc, les candidats vont aller chercher sur des cursus qui sont teintés activité aquatique et surveillance via ce qu'on appelle une ADD, une annexe descriptive au diplôme, et je vais pas plus loin, l'UE SSMA. La même chose que le CSSSMA, simplement l'intitulé diffère, puisqu'on parle là d'une unité d'enseignement qui va apporter les compétences complémentaires pour la surveillance et le sauvetage. Et enfin, donc les parcours DUS, licence pro, licence TAPS seront précisés tout à l'heure. Et puis enfin, le cursus fédéral avec des prérogatives d'apprentissage et d'entraînement, d'accord, qui, eux, vont aller vers le titre de MNS par l'obtention simplement de l'UC4 du BPGEPS AAN pour les compétences sécuritaires. Donc, on a là les 4 acteurs, les 4 entrées, d'accord, vers des cursus de formation, donc les 4 entrées principales. Alors, quelques chiffres qui sont indicatifs sur les formés et les candidats qui vont ensuite, une fois qu'ils sont certifiés, chercher une carte professionnelle. Donc, dans les 2 colonnes du tableau de gauche que l'on retrouve dans la cartographie de droite, vous avez première colonne les personnes formées, ensuite, dans la deuxième, les détenteurs de cartes professionnelles. Donc, on a un carré gagnant avec donc l'Occitanie qui est la région qui va former le plus de BPGEPS AAN, ensuite l'Île-de-France, et puis la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont donc les 4 plus grosses régions en termes de formation. Ensuite, donc, en parallèle, le nombre de cartes professionnelles. Alors, la petite carte de France, elle nous
projette sur une mise en comment dirais-je, enfin, vous pouvez constater que les 4 régions donc apparaissent nettement en termes de formation, et au milieu, c'est un ratio entre le nombre de formés et le nombre de détenteurs de cartes professionnelles. Alors c'est pas une erreur de dépasser le 100%, puisqu'on a par exemple les Pays de la Loire avec 122%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Alors c'est un indicateur, d'accord, c'est un parmi tant d'autres, mais en tout cas cet indicateur il est intéressant en ce sens que on peut constater qu'il y a plus de personnes qui viennent se déclarer en Pays de Loire que de personnes formées. Et donc c'est un indicateur des flux, puisqu'on est dans la thématique des flux, les flux de professionnels sur le BPJEPS, qui vont soit se maintenir lorsqu'on est proche des 100%. On peut estimer qu'on a un relatif équilibre entre le nombre de personnes formées qui restent sur le territoire et qui travaillent, et puis d'autres régions où il y a peut-être des flux de population qui sont plus importants. Donc, concernant la slide sur le nombre de certifiés, alors c'est peut-être, j'espère que c'est assez visible pour vous. Simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais en tout cas, ça vous permet de les visualiser. En tout cas, on a encore 547 DE-MNS, diplômes d'État, les anciens diplômes d'État de MNS, qui ont une carte professionnelle. Ça veut dire que, ils passent leur CAEP-MNS et ils sont à jour de leurs prérogatives d'exercice. Sur l'ancien BESAN, qui a été largement évoqué ce matin, on a 11 192 cartes professionnelles, ce qui nous fait un total de 11 739 cartes professionnelles, voilà, pour des DE-MNS et BESAN qui sont potentiellement en emploi. Vous me direz que avoir la carte professionnelle, ça ne veut pas dire forcément qu'on travaille avec. En attendant peut-être une enquête métier plus approfondie, c'est un primo-indicateur qui n'est pas négligeable d'étudier. Ensuite, les 3 BP, AAN, donc en 18C, c'était le BP en mention activité aquatique et natation. Puis le BP AAN en 4UC, c'est la spécialité éducateur mention activité de la aquatique et de la natation. Nous sommes actuellement à 8582 cartes professionnelles, rien que sur le BP. Ce qui nous fait un total général de 20 321 cartes professionnelles sur l'ensemble des personnes formées. C'est pas négligeable. Donc ces personnes, elles sont là. Elles se tiennent à jour, puisque moi j'ai donc les chiffres des personnes qui ont des cartes professionnelles, ça veut dire des gens qui soit qui viennent d'obtenir leur diplôme, soit qui ont passé leur CAEP-MNS. Donc moi je les visualise, nous les visualisons. Donc grâce, et je l'ai mis aussi sur le côté, grâce à un logiciel qui s'appelle EAPS, qui est un portail de télédéclaration des éducateurs sportifs. Un petit indicateur, alors je rebondis du coup par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on a 89 organismes de formation qui sont habilités pour le BPAN. Alors vous me direz c'est peut-être beaucoup, peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas effectivement il faudrait avoir, je dirais, les moyens d'arriver à lancer peut-être une enquête par rapport à ça, en tout cas des travaux conjoints avec l'ensemble des acteurs pour arriver à peut-être éviter certaines dérives qui ont été évoquées ce matin. Ensuite, donc, je vous donne simplement quelques autres indicateurs concernant le fameux, j'ai quasiment terminé, 2 minutes, le CS-SSMA, la formation complémentaire, où on est sur des chiffres de plus de 200 personnes qui vont chercher ce CS-SMA pour les raccrocher notamment à des DE et des DES. Et puis ensuite, donc un vivier potentiel de 912 cartes pro en DE et DES, qui sont des personnes qui potentiellement peuvent aller chercher le BP AAN. Donc je ne parle pas du DE triathlon, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, il est récent. Et la dernière slide, et je conclus, par un indicateur qui est quand même important, qui est celui de la régularité. Vous avez les chiffres des BP AAN formés sur les 4 dernières années. On s'aperçoit qu'on a quand même une relative stabilité avec une moyenne sur l'ensemble de télédéclarations de 82% pour l'ensemble sur les 4 années. Ça veut dire qu'on a quand même des personnes qui se
télédéclarent, et qui sont donc en emploi. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je laisse la parole. Je vous laisse peut-être. Merci. Alors, on a Pascal Kiffer en visio, normalement, pour la direction générale. Il est là de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Et Stéphane Bellard, directeur de l'UFR STAPS de Nantes. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça marche. Alors, ça fonctionne, mais si au niveau du son, ici, on peut baisser un peu, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Baisser un tout petit peu le son de monsieur, allez-y. Alors, donc, vu le temps court qui nous est imparti à tous, je vais passer tout de suite la parole donc, à Stéphane Bellard de la C3D STAPS, que je remercie pour le travail de recensement effectué auprès des universités concernées, qui va vous présenter la cartographie complète des formations et diplômes STAPS concernés par la filière aquatique. Merci beaucoup. Oui, en termes d'offres de formation, nous, on est déjà très satisfait de ce qui existait assez historiquement avec le DUST. Donc, on a des appellations. Hein, je sais, madame, que vous avez du mal avec la diversité des formations qui conduisent au titre de MNS, donc on va essayer de simplifier. Trois formations qui historiquement conduisaient au titre de maître nageur sauveteur via STAPS. Les DUST qui sont des formations Bac+2, donc niveau 5. Les licences professionnelles en activité aquatique qui sont des diplômes Bac+3, donc de niveau 6. Et puis la licence STAPS entraînement sportif avec la spécialité natation, également Bac+3. Pour pouvoir obtenir le titre, il faut, comme ça a été dit tout à l'heure, avoir un supplément au diplôme dans lequel on a validé ce que vous avez appelé le CS, SSMA ou le bloc de compétences sécurité sauvetage en milieu aquatique. Bien évidemment, ça représente 100% d'insertion professionnelle compte tenu de la pénurie qu'on a évoquée ce matin. Et nous formons à peu de choses près 260 MNS l'an dernier, ce qui veut dire que par rapport aux chiffres qui ont été évoqués à l'instant, on peut estimer que à peu près un MNS sur 5 a été formé en STAPS, donc ce qui n'est absolument pas négligeable. On a obtenu une extension de l'arrêté de 2010 assez récente qui permet de faire aussi bénéficier deux autres licences de ce titre de MNS. C'est la licence éducation et motricité et la licence activité physique adaptée et santé. Je reviendrai tout à l'heure sur les explications de la manière dont on a essayé de mettre en place ces dispositifs récents. Et puis, je voulais signaler que par rapport à ce qui a été dit aussi ce matin sur les problématiques d'évolution du métier et de polyvalence, je dirais que la place des formations STAPS qui s'appuient systématiquement sur le DUG STAPS, quelle que soit la formation qu'on a faite, les 2 premières années de STAPS permettent d'encadrer aujourd'hui via une carte professionnelle l'ensemble des activités physiques et sportives dès lors qu'on reste à un niveau d'initiation ou de découverte avec assez peu de limitations. Donc ça permet effectivement d'envisager des perspectives d'évolution de carrière intéressantes. Pour ce qui concerne la cartographie, je ne vais pas la commenter. Je vous renvoie au site internet de la conférence des doyens et directeurs de STAPS. J'ai mis un lien ici qui est un lien actif, mais vous ne voyez pas l'adresse exacte. Mais quand on clique sur cette cartographie, on peut chercher aujourd'hui quels sont les UFR STAPS ou les départements STAPS dans lesquels il y a une licence entraînement sportif avec natation proposée comme spécialité. Par exemple, c'est la cartographie que j'ai extraite pour vous donner un exemple. Je ne commente pas cette diapositive, vous pourrez la lire. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des formations de DUST, de licence professionnelle activité aquatique et de licence entraînement sportif? Je passe un peu plus de temps sur cette troisième et dernière diapositive, puisque voilà, je voudrais déjà signaler qu'on s'appuie depuis à peu près 2-3 ans sur un réseau STAPS activité aquatique qui est coordonné par Sandra Geoffroy, qui est présente également dans la salle. On a à peu près un représentant de chaque université qui contribue aux travaux de ce réseau. Bien évidemment, nous souhaitons absolument garantir la qualité des formations. Garantir la qualité, ça veut dire absolument
baisser le niveau d'exigence sur ce titre de maître nageur sauveteur. Donc aussi bien sur les domaines de l'enseignement, ça a beaucoup été évoqué à la table ronde ce matin, bien évidemment aussi sur la surveillance. On aura une intervention tout à l'heure de Pascal Lebien, notamment sur ces questions de surveillance qui font l'objet aussi de travaux de recherche en STAPS. La question du sauvetage et la question de l'hygiène et de la sécurité, bien évidemment. Ce qu'on essaye de faire au sein de ce réseau, c'est d'avoir un cahier des charges qui fixe le minimum exigible en termes de prérequis, en termes de contenu de formation et en termes de stage. Voilà. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces nouvelles perspectives concernant les licences éducation et motricité et APAS sont difficiles à mettre en œuvre dans la même année de formation que la licence. On a des licences qui sont à peu près aux alentours de 500 heures de formation par an sur 3 ans et que les blocs de formation SSMA peuvent aller jusqu'à 100 heures, 120 heures parfois. Donc parmi les pistes, on essaye de lisser cette formation SSMA sur les 2 ou 3 années de la licence en fonction des spécificités locales. On l'a évoqué tout à l'heure, parfois il y a tout simplement 13 piscines dans la même commune alors que dans une autre il y en a que 2 ou 1. On ne peut pas avoir la même offre de formation en fonction de ça. On est en train de réfléchir donc à déposer un certificat complémentaire qui serait inscrit au répertoire spécifique pour justement permettre aux personnes qui sont en formation d'aller chercher ce bloc pour accéder au titre de maître nageur sauveteur. On est surtout aussi en train de réfléchir à un format spécifique à la reprise d'études ou à la formation continue qui permettrait d'embarquer d'anciens titulaires de ces licences pour aller les amener spécifiquement vers le titre de maître nageur sauveteur. Bien sûr, il y a besoin de financement, on l'a dit tout à l'heure, et on se rapprochera peut-être des financeurs dans la journée, notamment parce que il est important de faire reconnaître cette filière comme une filière en tension. Et aujourd'hui, je pense que le fait de l'identifier comme filière en tension doit probablement permettre aussi localement d'aller récupérer des financements. Voilà. On travaillera sur la création d'une filière professionnelle aquatique de Bac+2 jusqu'à Bac+3, voire même Bac+5. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut clarifier ce qu'on attend des fiches métiers, des grilles de salaire et des passerelles entre les différentes formations, quelles qu'elles soient, émanant des fédérations, de la fédération, de jeunesse et sport notamment. Voilà. Pardon, j'ai été un petit peu long peut-être. Non, ça va. Ça va pas trop Merci. mal. Merci à vous. Pour la DGESCO maintenant, c'est Arnaud Lacour. Merci à vous, monsieur en visio, qui étiez avec nous. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, il s'est déconnecté. Bon, je n'avais pas compris qu'il devait reparler, donc c'était bon. Il n'avait rien à dire. Non, bon, ça va. Arnaud Lacour, c'est à vous. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais essayer d'être rapide. Alors, il faut que je trouve où ça fonctionne. Voilà. Donc, nous avons créé l'année dernière une mention complémentaire encadrement secteur sportif. Donc, c'est un diplôme à part entière, comme son nom ne l'indique pas, qui est créé avec l'idée de la biqualification. C'est-à-dire, tous nos jeunes de lycée professionnel ont un baccalauréat, tous les bacheliers en tout cas, ont un baccalauréat qui peut être un baccalauréat dans le secteur de l'accueil, de la sécurité, je me suis fait ma petite liste, commerce et vente, accompagnement, soins et services, système numérique, métier de l'électricité. Ils sont employables dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et ils peuvent également se diriger vers des formations complémentaires pour être biqualifiés dans l'encadrement sportif, et notamment dans le secteur activité aquatique et natation. Ils peuvent préparer les 2 premières UC correspondant à celles des BPGEPS, soit pendant en parallèle des bacs pro dont je viens vous donner la liste, soit en 1 an après n'importe quel baccalauréat professionnel ou même général ou technologique. Et ensuite, avec une seconde année, ils vont finir et obtenir une mention complémentaire qui correspond au BPGEPS. Je n'ai pas prononcé le mot équivalence, je suis sous le contrôle du ministère des Sports, mais voilà, donc il y a des petites subtilités, mais en tout cas, les titulaires de la mention complémentaire encadrement secteur sportif ont les mêmes prérogatives d'exercice
que les titulaires du BPAAN. Donc là, on n'ajoute pas à la complexité, ça revient au même a priori, au moins au bord des bassins. Vous avez les références, puisque ce PowerPoint va vous être communiqué. Donc l'arrêté créant ce diplôme est sorti il y a 1 an. Il a été inscrit au Code du sport pour la délivrance de la carte professionnelle en juin. Il est inscrit au RNCP. Vous avez toutes les références. Je précise que ce sont les mêmes exigences que pour un BPAN, puisque le référentiel d'activité du diplôme, le référentiel de compétences sont les mêmes que ceux du BPAN. On n'a rien inventé. Vous avez le détail que vous connaissez certainement bien mieux que moi. Attestation de 400 mètres en 7 minutes 40, BNSSA, PSE1 pour entrer en formation. Ce sont les standards du BPAN, ni plus ni moins. Les formations, elles sont ouvertes par le recteur d'académie. Donc toute formation, publique, privée, c'est sous contrôle du recteur, après avis du DRAGES. Nous visons un public de lycéens, notamment le lycée professionnel. Une mention complémentaire, ça se prépare en 400 heures et 18 semaines de stage. Les critères d'ouverture, ce sont les caractéristiques du tissu associatif local, l'existence de partenariats, les besoins d'emploi, l'examen du projet avec l'inspecteur pédagogique qui est référent. Et on a pour la rentrée 23 des débuts modestes, je vous l'accorde, une seule formation qui s'ouvre, mais c'est un nouveau dispositif et les difficultés, ou plutôt les obstacles que nous avons à surmonter, ce sont les mêmes que ceux qui sont évoqués depuis ce matin. C'est la possibilité d'accéder à des lignes d'eau pour entraîner les jeunes qui ne sont pas forcément ceux qui ont le plus fréquenté des piscines en plus dans leur existence antérieure. Donc il faut nager, il faut passer du temps dans les piscines. On a besoin de partenariats et ça, c'est le frein qui est identifié pour le moment. Une première section s'ouvre à la rentrée 23 au Mans. On s'en réjouit, on espère qu'il y en aura d'autres. Je vous ai donné les contacts si certains sont intéressés pour développer ce genre de projet. Donc Véronique Elouarou est la doyenne du groupe éducation physique et sportive à l'inspection générale de l'éducation nationale. Elle pilote ce projet et mes coordonnées à moi-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que sur votre petit badge, vous avez un QR code et c'est en flashant ce QR code que vous retrouverez l'ensemble des présentations et donc notamment les adresses qui figurent sur ce PowerPoint. Voilà. Si j'aurais dû peut-être vous le dire avant pour pas prendre les photos, mais j'ai eu l'info tardivement. Pardon. Veuillez m'en excuser. La Fédération française de natation, maintenant, qui va s'exprimer avec Corinne Ribaud, directrice de formation. Bonjour. Donc effectivement, moi je suis cadre technique exerçant des missions auprès de la Fédération française de natation au sein de la direction formation. Et donc la Fédération française de natation, au-delà d'accueillir tous les publics pour toutes les finalités et tous les âges, est aussi et surtout une fédération délégataire pour les 5 disciplines olympiques que vous connaissez, water-polo, natation course, natation artistique, plongeon eau libre. C'est une fédération qui a beaucoup de jeunes licenciés, puisque un licencié sur 2 a moins de 13 ans. Et parmi tous les enjeux de la fédération, il y en a un qui est majeur, c'est celui de l'apprentissage de la natation, en conjuguant prévention des noyades et construction du nageur vers la possibilité de s'épanouir et de progresser vers son plus haut niveau possible. Donc là, c'est une mission spécifique de la fédération, une compétence distinctive, dans la mesure où aucune autre organisation a pour contrainte en fait de performer au plus haut niveau mondial dans un contexte de plus en plus concurrentiel. La fédération, donc, pour mener ces enjeux, s'est dotée d'une académie de la natation qui a pour but de former ses encadrants. Et cette académie repose sur sa base qui est l'aisance aquatique. La fédération est un acteur clé de l'aisance aquatique en ayant formé à ce jour, suite aux 4 appels à projets de l'ANS, plus de 100 instructeurs aisance aquatique et plus de 1000 encadrants formés qui sont des enseignants, des maîtres nageurs des clubs et des collectivités. Et puis un nombre significatif de tests sauvetage permettant donc le savoir nager, puisqu'il équivaut au savoir nager sécuritaire. Je passe sur la deuxième. Et donc, quel est le rôle de la fédération un peu plus précisément, mais succinctement en 5 minutes, en quelques minutes?
Donc la fédération en fait répond à la fois à la formation des encadrants des structures fédérales et aussi, sur la droite en jaune, répond également aux besoins plus global de l'encadrement dans le champ des AN, sans exclusivité, hein, mais il y a un réseau d'OF qui propose une offre destinée à tous les publics. Donc pour les certifications fédérales, nous avons une certification centrale majeure qui est le moniteur sportif de natation. Donc la fédération a créé cette certification pour répondre aux besoins des clubs en matière c'est un métier d'entraîneur en fait, qui a aussi la compétence enseignement bien sûr sur la carte pro. C'est un entraîneur couteau suisse qui va aussi apporter aux dirigeants, aux bénévoles, au fonctionnement de la structure, à la gestion de projet, toute l'aide nécessaire au fonctionnement de la structure et à leur développement. Nous avons donc ce moniteur sportif de natation avec 739 certifiés depuis la création qui ne portent pas le titre de maître nageur, mais vous verrez qu'il y a des passerelles pour aller vers ce métier pour ceux qui le souhaitent et réciproquement. La fédération a également 5 niveaux de brevets fédéraux que je ne détaille pas, je vais y revenir tout à l'heure, et des formations complémentaires. Et pour toutes ces formations, une obligation de formation continue tous les 2 ans sur les aspects sécuritaires pour assurer la sécurité des pratiquants et des tiers. En ce qui concerne le champ des AN, enfin la réponse aux besoins des AN, nous avons 16 organismes de formation qui proposent bien sûr des certifications, des formations vers les certifications d'État. Donc là, je vais rester sur le niveau 4 et 5, je ne vais pas aller sur DES, BF5, BF5 SHN. Donc on est sur des certifications d'État de niveau 4 et 5 et avec en moyenne par saison, vous avez les chiffres, un certain nombre de BPGEPS formés et qui portent le titre de maître nageur, des DE GEPS performances sportives dans les différentes mentions et dont 15% vont chercher le C3SMA permettant d'accéder au titre de maître nageur. Et bien sûr les diplômes de la surveillance. Entre ces 2 champs, bien sûr, et ces certifications qui sont complémentaires, il y a, par le jeu des passerelles, des possibilités d'évoluer entre les métiers. Je vais y revenir sur la diapo suivante, puisque vous voyez que le BP3, le BPGEPS, par exemple, donne 3 UC sur 5 du moniteur sportif de natation. Et le moniteur sportif de natation, certains sont à temps complet, d'autres à temps partiel et peuvent aller chercher un BNSSA pour exercer en tant que saisonnier l'été, soit un BP également pour compléter leur activité professionnelle. Alors, un petit point maintenant sur les parcours possibles au sein des certifications fédérales, avec comme intention de la Fédé, c'est de permettre à quel que soit le jeune qui rentre par une des portes, quel que soit l'accès dans les activités de la natation, il doit trouver des solutions de parcours par le jeu des blocs de compétences. En ce moment, c'est encore les UC, mais ça va évoluer en blocs de compétences. Donc l'idée, c'est de favoriser la mobilité dans les parcours professionnels par la modularité en fait des compétences obtenues. Donc voilà. Donc le dispositif existant et qui continue à se développer dans le cadre de la réingénierie de certification entre autres, c'est qu'il y a ce moniteur sportif de natation qui est positionné là au cœur du dispositif. On note une voie, je ne sais pas si j'ai un pointeur, non, je sais pas. Voilà. Oui, il y a un pointeur. Ah d'accord, ok. Il faut que je me mette comme ça. Ah oui, ça y est, vous voyez là? Ok. Non, moi je vois pas. Ah oui, ça y est, c'est bon. Donc le moniteur, sa voie d'accès principalement donc les personnes qui accèdent au moniteur sportif de natation sont issues de la filière fédérale et ont obtenu des certifications fédérales BF1, 2, 3. Ils sont donc issus d'une expérience dans le champ fédéral, d'une culture associative et de la natation. Ils sont rentrés souvent avec sens et passion. J'entendais un monsieur ce matin qui rappelait l'importance du sens et de la passion. Dans le champ de la natation, cette entrée est effectivement existante. Et elle permet aussi à ces personnes qui sont rentrées par les brevets fédéraux, via des dispenses, d'accéder à d'autres certifications et notamment le brevet, le BPGEPS. Et on voit qu'il y en a 24%, par exemple, des BPGEPS du champ fédéral qui vont chercher le MSN et qui sont passés d'abord par les brevets fédéraux. Ils viennent, bien sûr, au passage, ils passent le BNSSA, prérequis, bien sûr, du BPGEPS. À noter également qu'il y a une entrée directe des personnes titulaires des jeunes titulaires du BPGEPS. Ils peuvent aller chercher le moniteur sportif de natation
Et ils ont juste 2 UC à aller chercher, puisqu'il y a une dispense de 3 UC sur 5. On a aussi facilité les conditions d'entrée ici sur le BPGEPS en retirant l'exigence de performance imposée au MSN pour permettre un accès facilité. Ils ont donc juste une obligation de 2 années de licence et de justifier d'une expérience aussi professionnelle ou bénévole dans une structure fédérale durant cette période. Et quand on est au-dessus maintenant du MSN, donc après obtention du MSN, on note qu'il y a, j'ai perdu mon pointeur, qu'il y a à peu près 38% qui vont chercher de nouvelles certifications après obtention du MSN, et ça se répartit en 3 branches, une à peu près à part égale, un tiers sur le BF4, un tiers sur le DE, et un tiers, après le MSN, vont chercher également le BP pour obtenir une qualification supplémentaire, des fois un diplôme de plus sur le CV, pouvoir évoluer dans le champ des AN et peut-être même plus largement après par les blocs communs animation et sport dans d'autres secteurs que le champ du sport. Mais peut-être aussi celui de l'animation et un jour peut-être celui de la culture. Pourquoi pas, on peut l'imaginer. Donc voilà un petit peu les circuits. Vous avez aussi une certification fédérale qui est le BF4 qui permet une entrée directe des étudiants en STAPS mention entraînement, donc en étant complètement dispensés des BF sous-jacents. Donc une entrée directe avec simplement justifier 2 années de licence. Donc voilà, l'idée c'est de faciliter les parcours professionnels et permettre, quelle que soit l'entrée, à des jeunes en fait d'évoluer dans le système fédéral, de venir chercher éventuellement une compétence qui fait sens pour eux dans le champ de l'entraînement et de la performance. Sans oublier, bien sûr, tout l'accueil des publics, l'animation des activités, l'enseignement, bien évidemment, cœur de métier, et également tout ce qui relève du projet. Voilà. Je vous remercie. J'ai juste une petite question. On a parlé de MNS depuis le début de la matinée. MSN, c'est juste à la natation? Ils font la même chose ou... C'est moniteurs sportifs de natation et ils ont des prérogatives d'entraînement que n'ont pas les BPGEPS. C'est complémentaire. Voilà. Okay. Merci beaucoup. On enchaîne avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise au ministère de l'Intérieur, Monsieur Julien Paillère. Bien, bonjour à tous. Donc, Julien Paillère de la Direction générale de la sécurité civile qui abrite en son sein un bureau du pilotage d'acteurs du secours et une section secourisme représentée ici par Régis Baudelet, donc qui lui est partie prenante du groupe de travail dont nous allons partager la réflexion. Je suis moi-même fraîchement arrivé. J'étais il y a un mois directeur de cabinet d'un préfet en Nouvelle-Calédonie, donc le sujet est un peu nouveau. Et je vais partager avec vous les réflexions qui sont les nôtres. Donc, dans un premier temps, on va vous proposer une petite cartographie, puis derrière, partager avec vous l'état de la réflexion du groupe de travail dédié. Donc la cartographie, que faut-il en retenir? Le BNSSA, on forme partout, de façon assez différenciée, puisque vous voyez qu'il y a une particularité pour Paris, compte tenu du bassin de population. Et ensuite du littoral, on forme partout, mais il y a certains départements où c'est assez échantillonnaire, notamment une vingtaine d'entre eux qui forment moins de 10 BNSSA en 2020, qui forment le monde associatif principalement, bien plus que les organismes publics, et parmi le monde associatif, la 2F2S, qui s'occupe à peu près de la moitié du gâteau, puisque vous voyez que le chiffre de 3700 représente un peu moins des 8000 formations qui ont été dispensées. Dernier élément qui ne figure pas sur la carte et qu'il faut avoir en tête, la formation est plutôt sur une pente ascendante, notamment du fait de la réforme un petit peu des modalités de jury, j'y reviendrai, qui a été actée en 2011 et puis consacrée en 2019. Donc on forme plus. Pour autant, est-ce qu'on forme mieux? Ça, c'est la vraie question, qui est celle du groupe de travail dont j'évoquais. Le constat que fait le ministère de l'Intérieur sur le BNSSA, d'abord, c'est le contenu pédagogique, qui en fait n'en est pas vraiment un. On est plutôt sur la préparation d'un examen, avec des épreuves physiques pas forcément adaptées à l'emploi, qui demandent des qualités natatoires, pas forcément là non plus en relation avec la fonction de surveillance sauveteur. Et la réponse à un QCM qui est en général connu d'avance, donc il suffit de le bachoter pour le passer, ce qui ne donne pas in fine une vraie garantie d'employabilité ou de performance ou de compétence même à l'employeur. Le contexte, je parle d'un format repensé. Alors encore une fois, tout ceci est une réflexion, une position qui a vocation à discuter dans un groupe de travail dédié, une piste, mais en aucun cas une réforme actée. Je reste prudent dans ce que je dis. Donc le contexte, un format repensé. Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur a mis en place en 2014 2 unités d'enseignement en complément du BNSSA, donc une unité surveillance et sauvetage aquatique en eau intérieure, SSAEI,
et surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral. SSAL. Donc dans l'idée, en tout cas dans la réflexion, l'idée serait peut-être de consacrer une filière SSA-MA, milieu artificiel, pour offrir en lisibilité, en complétude et en cohérence au dispositif. Dernier point sur les constats, donc les organismes de formation ont pris plus d'autonomie. Depuis 2019, ils organisent des jurys, donc ce qui allège notamment le travail des préfectures qui devaient organiser ça avec un représentant du préfet qui n'avait pas forcément là non plus une compétence tout à fait aboutie pour se prononcer. Donc ça fait faire des économies. Pour autant, en contrepartie, ça allège le contrôle qui aujourd'hui est finalement assez inexistant sur les organismes de formation. Donc il s'agit là aussi éventuellement de rééquilibrer la balance. Donc faire un constat c'est une chose, proposer c'est encore mieux, en tout cas réfléchir. Donc la réflexion elle est conduite par ce groupe de travail que j'évoquais. Donc vous voyez les composantes, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministère des Sports, puisque l'arrêté du BNSSA est co-signé par les deux ministères, et le monde associatif, dont vous avez pu mesurer l'empreinte dans la première diapositive. Les pistes de réforme, encore une fois, ce sont des pistes. Donc l'idée serait de recentrer la formation sur les savoir-faire sauvetage en la faisant reposer sur l'acquisition de compétences au nombre de 6. Je vais les lister très rapidement. Donc assurer la sécurité, la surveillance, le sauvetage des pratiquants et des tiers sur tous les lieux de baignade. Effectuer une analyse des risques particuliers des activités aquatiques présents sur les lieux d'exercice. L'analyse des risques, excusez-moi. Développer des actions de prévention. Participer à un dispositif de surveillance. Participer à une action coordonnée de sauvetage. Réaliser des actions de sauvetage et des gestes de premier secours adaptés au contexte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme se ferait dans la continuité de ce qui a été fait en 2014 avec un panel un peu complet du SSA dans les différents milieux dans lesquels il est pratiqué, avec des unités d'enseignement donc qui posséderaient la même architecture. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de compliquer, c'est de simplifier, mais de garantir une certaine cohérence. Dernier point, donc le contrôle des organismes de formation, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il est inexistant, puisque les habilitations, enfin, il est existant au départ, puisque les certificats sont transmis à la section secourisme, qui les instruit, qui ensuite délivre un agrément qui a une durée de vie éternelle. Donc, l'idée, si on met en place une unité d'enseignement, c'est de mettre en place un contrôle périodique aussi, tous les 2 ans, lors de la demande du renouvellement de l'habilitation, d'assurer un contrôle de la qualité de la formation par l'analyse de référentiel. Et donc derrière, dans cette logique de contrôle, je vous informe en fait que le ministère de l'Intérieur travaille aussi à faut contrôler mieux, non seulement, alors ça ne s'applique pas qu'au SSA, mais l'enseignement du secourisme et l'enseignement et les activités de sécurité civile. C'est un peu le cœur de métier de notre bureau. Demain, dans les préfectures, des gens seront formés et désignés par le préfet pour aller vérifier qu'un organisme qui dispense une formation en secourisme ou qu'une association agréée de sécurité civile qui monte un dispositif, vous savez, les temps de Croix-Rouge lors des soirées. Tout ça a tendance à se développer, mais la contrepartie du développement, c'est aussi le fait de pouvoir contrôler les gens. Et donc le ministère travaille sur un décret qui devrait sortir à la fin du premier semestre 2023, et qui permettra demain d'assurer des contrôles. Mais là aussi, tout ça sera expliqué aux organismes et aux associations qui interviennent dans le secteur. Dernier point, j'y arrive. Donc en corollaire, dans la logique d'une éventuelle réforme du BNSSA, la réflexion est ouverte aussi sur son inscription au répertoire spécifique de France Compétences. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que les salariés qui disposent d'un compte personnel de formation pourraient financer une formation à partir de ce compte, dès lors qu'il est inscrit dans ce répertoire, et à condition que l'organisme qui dispense la formation soit qualifié Qualiopi. Pour information, 12 unités d'enseignement de sécurité civile y sont actuellement inscrites, quasiment la totalité de nos formations. Néanmoins, la seule limite à ce projet, c'est qu'il faut bien que éventuellement la réflexion et l'actualisation du contenu soient guidées par la logique d'offrir en compétences et en lisibilité au dispositif, et pas forcément le fait de vouloir rentrer dans France Compétences, qui a parfois certaines exigences. Donc entre les deux, si demain il fallait faire mieux et se faire sans France Compétences, c'est la voie que nous préconiserions. Voilà, j'en ai terminé. S'il y a des questions à la fin, je laisserai par contre Régis Baudelet intervenir. Merci beaucoup. On termine avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Stéphane Rémy. Alors, on va vérifier ça tout de suite pour voir si...
Voilà, super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de respecter les 5 minutes fatidiques. Merci de l'invitation du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, moi, je représente le ministère du Travail, du plein emploi. Ce terme, évidemment, a une certaine signification dans la période qui nous amène, avec beaucoup de tensions sur le recrutement et de l'insertion. Olivier Dussopt est le ministre en charge de ces questions. Et il a auprès de lui Carole Grandjean, qui est la ministre déléguée, chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle LS, ce qui évidemment donne là aussi une forte signification sur les enjeux de passerelle, de parcours que vous êtes en train d'illustrer avec pas mal d'acronymes. Ça me fait sourire parce qu'évidemment on a les nôtres, comme dans toutes les filières, dans tous les secteurs d'activité, évidemment on utilise beaucoup ces acronymes. Moi je vais en utiliser 2 essentiellement. Mon compte personnel de formation, pour rappeler ce qui a été un des points de repère majeurs de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a réformé en profondeur notre système de formation professionnelle et d'apprentissage. Vous avez quelques chiffres clés, et je ne vais pas tous les commenter, mais peut-être vous montrer celui sur le nombre de comptes qui sont activés, plus de 13 millions de personnes. Je dis bien personnes parce que le droit au compte personnel de formation, il est rattaché à l'individu. Qu'on soit salarié, qu'on soit apprenti, qu'on soit travailleur indépendant, chef d'entreprise, on peut accéder à son compte avec évidemment l'application qui a été mise en place par le groupe Caisse des dépôts et consignations qui est notre partenaire, avec une monétisation du compte qui est intervenue en 2019 et qui permet donc de mobiliser ses droits. Et évidemment, quand on travaille, on alimente ses droits. Après, il y a des logiques d'abondement qui peuvent fonctionner avec l'ensemble des institutions, des branches professionnelles, des régions qui sont en partenariat avec la Caisse et qui permettent donc de mobiliser ce compte. Vous montrez aussi le nombre de millions de dossiers qui ont déjà été acceptés, financés, plus de presque 6 millions de dossiers depuis la mise en œuvre de ce compte. Vous verrez aussi qu'un certain nombre de bénéficiaires mobilisent leurs propres ressources, ce qui est aussi intéressant du point de vue de l'investissement dans les compétences que les uns et les autres on peut y mettre. La cartographie est assez classique autour des savoirs linguistiques, du permis de conduire. Sur le champ de la création, reprise d'entreprise, il y a énormément d'entreprises à reprendre et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille activement. Autre chiffre clé, le nombre de prestataires de formation. Vous en avez évoqué un certain nombre dans votre champ d'intervention. Il y en a plus de 15 000 qui sont référencés sur le catalogue de la Caisse des dépôts et consignations et avec une assiette de 100 000 prestataires de formation au moment où on se parle en France. Un peu plus de 3000 certifications et puis donc un certain nombre de sessions qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc on peut accéder à son compte, le mobiliser, s'inscrire de manière très aisée et avec un certain nombre de prestations qui peuvent s'effectuer à distance, des formations qui sont diverses et un prix moyen qui donc sur la période, depuis l'ouverture du compte, avoisine et un peu plus de 2000 € en prix moyen sur le coût d'une formation. Ça, c'est un outil qui est au service de tous. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, activez vos comptes. Si vous l'avez déjà fait, normalement, vous avez la possibilité, évidemment, de les mobiliser, de construire aussi, d'être acteur de vos parcours compétences. Alors, on peut être employeur, on peut être salarié, peut-être dans le champ public et dans le champ privé. Évidemment, les choses peuvent varier. Quand on est dans le champ public, ce qui est mon cas, peut-être d'autres autour de la table ou dans la salle, on est encore en heures et non pas en euros, mais les choses évoluent progressivement. Ça, c'est le premier point de repère, le compte personnel de formation. Le second, il est majeur, et c'est ce qui a été aussi accompagné à travers la loi du 5 septembre 2018 que j'évoquais, avec un changement très profond sur notre système d'apprentissage, et avec des résultats qui sont exceptionnels, au sens premier du terme. Avec une compétence qui est aujourd'hui assurée par les opérateurs de compétences, qui sont des organismes professionnels, paritaires, donc qui représentent les intérêts des employeurs, des salariés, et qui finance l'apprentissage et d'une manière générale qui finance l'alternance puisqu'il y a aussi les contrats de professionnalisation. Alors en matière d'outils performants qui fonctionnent très bien, les contrats d'insertion par la voie de l'alternance, que ce soit en formation initiale professionnelle, donc l'apprentissage, ou via les dispositifs de formation continue, via les contrats de professionnalisation, ça fonctionne à plein régime. On a plus de 800 000 entrées en 2022, c'est considérable, et on a un objectif, le gouvernement a un objectif très ambitieux d'1 million d'apprentis, mais au vu des résultats qu'on a depuis la réforme, on peut raisonnablement espérer effectivement atteindre ce million d'apprentis à la fin du quinquennat. Très important, on s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et à tous les niveaux de certification. C'est important de pouvoir
bien sûr travailler sur les premiers niveaux de qualification, de travailler sur la prépa apprentissage pour permettre à un certain nombre de jeunes de s'inclure dans ces parcours, mais on va au niveau des diplômes du supérieur, des ingénieurs, et c'est en termes culturels extrêmement important. L'apprentissage est une voie royale et qui fonctionne désormais parfaitement dans notre pays. Enfin, parfaitement, elle fonctionne très bien. Il y a évidemment des enjeux autour de la qualité de la formation, mais ça a été dit par les intervenants précédents. C'est un des enjeux, bien évidemment, des années qui viennent. Je m'arrête sur cette dernière diapo pour évidemment laisser la place aux autres interventions. Simplement signifier que le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle de 6 000 € pour la première année de contrat qui fonctionne donc en 2023. Le décret a été pris en fin d'année 2022 et d'ores et déjà, le président de la République lui-même a demandé à ce que cette aide soit pérennisée jusqu'à la fin du quinquennat, ce qui permet d'avoir évidemment un cap et une visibilité pour les entreprises, quelle que soit leur taille, encore une fois, de pouvoir continuer à recruter des jeunes. Alors on est jeune jusqu'à 29 ans, sauf si vous êtes sportif de haut niveau où là il n'y a pas de limite d'âge, mais je vous l'ai dit, il y a aussi le champ des contrats de professionnalisation qui peuvent être utiles. Donc au moment où effectivement il y a des tensions de recrutement et bon, dans votre secteur et dans cette filière il y a des enjeux autour de ça, mais il y en a dans tous les secteurs d'activité au moment où on se parle. C'est un peu fou par rapport à la période qu'on a connue il y a quelques mois où on était très inquiet évidemment sur ce que serait l'avenir de nos entreprises, plutôt en 2020, et puis la reprise, le rebond qu'on a accompagné en 2021 avec notamment le plan de relance et l'aide de l'Union européenne aussi, c'est important de le préciser. Et donc on continue évidemment, mais avec une nouvelle phase, qui est cette phase de tension de recrutement qui est manifeste dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc là aussi, vous avez des partenaires, j'ai cité les OPCO, donc l'AFDAS en particulier, mais vous avez aussi le CNFPT qui peut apporter des réponses pour les employeurs locaux, les collectivités locales. Il y a aussi des aides qui sont mobilisables pour le recrutement d'apprentis dans la fonction publique territoriale, en partenariat avec le CNFPT et France Compétences, à une convention avec le CNFPT pour permettre la prise en charge des coûts pédagogiques en matière d'apprentissage. Donc tout ça fonctionne très clairement et très concrètement. Donc saisissez-vous de ces outils, c'est le message que je voulais vous faire passer en vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, le micro va vous arriver. On prend quelques minutes pour quelques questions avant l'heure du déjeuner. Ouais, ça va être très rapide. Je ne vais pas revenir sur la mention complémentaire parce que M. Lacour sait ce qu'en pense la branche professionnelle. Non, c'est une réflexion plutôt par rapport à l'âge, alors moyen ou médian, peut-être mieux médian, de passage du BNSSA, parce que, alors là, j'entends qu'il y a un projet de l'inscrire au répertoire spécifique pour qu'il soit éligible au CPF. Sauf que pour activer, pour pouvoir passer une formation grâce au compte CPF, il faut avoir travaillé. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le BNSSA, tout à l'heure, c'était dit à la première table ronde, c'est des jeunes qui ont une durée de vie dans le métier de 2 ans en moyenne. Donc, je me demande si c'est pas un petit peu, c'est pas de la poudre aux yeux, mais ça va pas forcément amener un flux de personnes qui vont passer par le CPF, compte tenu de la typologie des personnes qui passent le BNSSA. Alors, effectivement, c'est une demande qui nous est faite par les organismes de formation de l'inscrire au CPF. Pour autant, comme l'a dit M. Payère, s'il y avait un choix à faire entre la qualité de la formation, le devenir de la formation et son rapport par rapport aux exigences du métier de surveillant sauveteur aquatique et le CPF, on fera une croix sur le CPF s'il y avait besoin. Après, c'était présenté en fin l'idée, c'est vraiment de réfléchir au contenu de la formation. C'est pas un gadget, mais c'est un plus. Hein, c'est pas le cœur de la réflexion, c'est pas l'inscription du BNSSA au CPF. Votre remarque est tout à fait recevable, mais bon, ça générera peut-être des vocations chez des jeunes actifs qui auront aussi envie de se consacrer à cette activité. Une autre question, oui. Donc Richard Alade, France Urbaine, Amiens Métropole. Donc vous envisagez de créer 2 BNSSA, un lié au littoral, un lié au bassin fermé, aux piscines. Alors effectivement, déjà, le SSA littoral existe déjà. Et il est souvent requis pour les BNSSA sur le littoral par les employeurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été créé. Donc en fait, le SSA milieu artificiel viendrait en remplacement du BNSSA pour encadrer au final, pour surveiller des bassins
parce qu'il n'est peut-être pas nécessaire, enfin on n'a pas les mêmes exigences sur la surveillance en littoral que sur la surveillance en bassin. On n'aura pas non plus les mêmes conduites à tenir. Et pour permettre aux employeurs d'être plus spécifiques sur l'emploi de leur personnel, c'est d'avoir des gens qualifiés pour les bassins, des gens qualifiés sur le littoral et des gens qualifiés au intérieur. Alors, petite réflexion, je suis Picard, j'habite pas très loin de la plus belle baie du monde. Je pense que lorsqu'on recrute des BNSSA, on les recrute au mois de mars. Former des gens au BNSSA littoral au mois de mars, s'il y a des phoques chez nous, c'est que l'eau a une certaine température. Donc la formation elle va se dérouler au mois de juin, juillet, où l'eau est à peu près correcte pour pouvoir faire la formation. Ça risque d'être compliqué d'ouvrir les plages et d'assurer la sécurité à cette période-là. Il ne serait peut-être pas plus judicieux d'avoir un BNSSA global avec une formation peut-être plus conséquente et permettre aux gens et après de travailler sur l'ensemble des deux, que ce soit en milieu littoral et en piscine. Alors ça peut s'envisager, maintenant ça reste toujours un équilibre entre le temps de formation et les objectifs. Si on forme des gens multidisciplinaires, forcément le temps de formation sera allongé. Comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, actuellement il n'y a pas de temps réglementaire du BNSSA. Et ce qu'a dit M. Paillard, c'est que vraiment la formation de BNSSA actuellement, c'est une formation, c'est une préparation à l'examen qui est plus vraiment d'actualité sur l'emploi d'un surveillant sauveteur tel qu'on le veut pour décharger en partie au moins les maîtres nageurs sauveteurs de la mission de surveillance et les recentrer sur la mission d'enseignement. Donc on peut l'envisager, mais ça va s'entendre sur la durée et le coût de la formation du coup. Allez-y, une autre question. Oui, bonjour, Sandra Geoffroy, donc, coordinatrice nationale du réseau STAPS au niveau de la C3D. Par rapport à ça, je rebondis sur, justement, puisque je suis plus que, on va dire, informée sur la nature même de ce qu'on attend sur les surveillants des plages, et notamment, on ne peut pas comparer une plage de la Manche de Corse ou de Méditerranée ou du col du littoral aquitain. Mes stagiaires font leur stage professionnel à Biscarrosse. Le recrutement, il se fait localement, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un BNSSA X pour, de toute façon, surveiller la plage sud de Biscarrosse, qui ne sera pas la même que la plage nord, puisqu'il y a des risques différents, et notamment de traits de côte, des baïnes, etc. Donc, question, et c'est ça, littoral, n'importe quel littoral, non, ça ne pourra pas, parce que c'est très local en termes de compétences professionnelles. Oui, une autre question, mais quelqu'un peut-être voulait... Non, personne ne veut réagir à ça? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je vais faire le coup. Juste pour répondre, alors là aussi il y a une question d'équilibre entre la transversalité d'un brevet et alors si on spécifie trop après, c'est l'employabilité et l'intérêt de passer le brevet, mais tout ça est en réflexion. Donc merci de l'alimenter. Ouais. Je vais laisser parler monsieur. Non. Moi je voulais juste réagir à la personne. Là, rapidement, bonjour. monsieur, rapidement, qu'on ne rentre pas dans un autre débat. Denis Furlet. Donc, je fais partie du réseau d'experts des gens qui, justement, travaillent sur le BNSSA. Et je pense être un des seuls experts à avoir tenu plus de 90 réunions au ministère de l'Intérieur, parce que je fais partie de ce groupement depuis pratiquement 1999. Voilà. Donc, j'ai toute l'expérience du BNSSA. Je la porte avec moi. Et ça fait des années que je milite pour, effectivement, un BNSSA en piscine et un BNSSA adapté à sa fonction et à son emploi. Vous ne pouvez pas être secouru par un pisteur secouriste qui fait sa formation dans une salle et qui ensuite dispense des soins et des secours sur toutes les neiges qu'on peut avoir. Et pourtant, il n'a qu'une seule formation. La particularité du SSA en eau intérieure et du SSA en littoral, c'est qu'on va amener tout simplement des compétences en lien à assurer de futures missions. Et effectivement, on a travaillé à un moment donné sur la sectorisation de toute la carte de France. On était sur 7 SSA. Et on a inclus même l'outre-mer.
On s'est rendu compte que c'était impossible qu'on aille dans cette direction. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller vers un SSA littoral et ou intérieur. Je peux vous dire, par rapport aux jeunes qui sont formés aujourd'hui, c'est peut-être pas la panacée pour certains. Par contre, au mois de mars, on est à l'eau. Il n'y a pas de souci, même les phoques qui peuvent nous regarder nager, c'est pas ce qui nous effraie. Et on y est au mois de novembre, au mois de décembre. J'ai mes collègues de la SNSM ou de la 2F2S qui peuvent en témoigner. Donc, le SSA au intérieur et littoral, aujourd'hui, pour moi, s'impose effectivement sur le terrain, parce que tous les BNSSA qui travaillent aujourd'hui en sortant du milieu piscine et qui n'ont pas eu de formation spécifique et qui ont juste eu un maître nageur qui, des fois, a été préalablement formé en piscine et qui n'a jamais mis les pieds en milieu naturel, parler de quelque chose dont on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous êtes allé chez un médecin qui ne sait pas de quelle maladie il vous parle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci monsieur. Une dernière question. Oui, vous avez le droit. Hein. Une dernière question, oui. Ne touchez pas. Si c'est rouge, c'est bon. C'est bon. Oui, Jean-Luc Aron, du service départemental Jeunesse et Sport du Var. Juste une petite remarque. Vous savez que les BNSSA, dans le cadre de leur travail, lorsqu'ils sont dans des baignades d'accès payant, doivent se déclarer auprès de nos services. Et nous vérifions dans ce cadre-là leur BNSSA. Et nous n'avons pas accès à une base de données des BNSSA. C'est un peu compliqué. Donc, de vérifier qu'un diplôme est bien vrai si on ne peut pas s'apercevoir, enfin, voir la véracité du diplôme à travers une base, par exemple. Effectivement, pour l'instant, il n'existe pas de base nationale sur les BNSSA, tout comme il n'existe pas de base sur le PS1, le PS2, les formateurs. Ça reste un autre projet. On avait parlé avec le ministère des Sports si c'était possible d'intégrer les BNSSA dans l'application des cartes professionnelles, mais a priori, ça pourrait être compliqué. Là, je parle sous tout contrôle. Non, parce qu'en fait, sur APS, nous avons accès à une base de données forum sur les diplômes qui nous permet de voir si effectivement le diplôme a bien été délivré. Et là, c'est ce qu'il nous faudrait pour pouvoir vérifier les BNSSA également. Oui, je vais faire bref parce que ça ne relève pas de mon bureau, mais en tout cas, à l'étude, bien évidemment, est envisagé un système de télédéclaration qui permettrait, voilà, sans délivrer de carte professionnelle, hein, tu me dis Pierre, hein, si je suis bien dans le vrai, sans délivrer de carte professionnelle, mais simplement une attestation, hein, de déclaration, de recenser les BNSSA et donc les recyclages. Voilà, donc ça répondrait, voilà, à votre questionnement. C'est un projet en cours qui nécessite quand même, en termes de logistique, voilà, un petit peu de temps. Merci pour cette réponse. Madame, au fond, ça sera la dernière question avant de marquer une bonne pause et de reprendre nos échanges dans 1 heure. Oui, alors pour ceux qui m'ont pas reconnu, je suis maire et effectivement, mon avant-propos était de simplifier les choses. Ce que je trouve fabuleux dans l'administration française, c'est qu'en fait, nous avons 6 personnes face à nous, 6 compétences différentes, et à chacun à nous mettre des magnifiques slides avec des flèches dans tous les sens, des brevets dans tous les sens, et chacun son terme, et chacun ses acronymes. Et nous, derrière, on se débrouille. Et là, au lieu de simplifier, on en rajoute une couche parce qu'on avait des BNSSA. J'entends parfaitement que les conditions sont différentes dans une piscine, au bord de la mer ou sur un lac. Mais à un moment, on peut juste peut-être rajouter à une formation des spécificités et pas dédoubler des formations parce qu'on pense que des gens qui font ces formations-là n'ont peut-être pas un besoin non plus de choisir dans leur vie entre une piscine ou le littoral ou un lac, et ils peuvent peut-être bouger, justement, ça va peut-être redonner un peu d'attractivité à ce milieu-là et à ces métiers. Je suis dépitée de voir à quel point on complexifie les choses et on continue à le faire en étant persuadé qu'on est dans le vrai parce qu'on améliore les choses. Non, on les améliore pas, en fait, on les complexifie, donc on ne peut pas les améliorer. Comment voulez-vous que ça devienne attractif quand on dit à des jeunes, bah toi tu sais nager, tu deviendras peut-être un jour, alors MNS ou MSN, et là on n'est plus dans la même formation, et là on ne peut plus faire le même métier, etc., etc. En même temps, tous ceux qui savent nager ne savent pas former des jeunes à la natation, et l'inverse c'est vrai. Donc voilà. Mais s'il vous plaît, simplifiez. Faites la demande des gens, c'est quoi? C'est qu'on soit simple.
L'administration française sait tout faire sauf être simple et vous en êtes, excusez-moi messieurs, dames, mais la preuve vivante, rien n'est simple, vous êtes 6 différents, alors que vous allez au même endroit. Voilà. Si, ça va marcher. Il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a le micro jaune qui va monter, vous inquiétez pas. Ça va marcher. Merci pour votre témoignage. Il y a quelque chose de très simple, c'est le titre de MNS. Donc, c'est-à-dire, nous, on est organisme de formation, on a bien... Pour l'instant, il n'y a pas de diplôme. À ma connaissance, il y a un titre, voilà, qui correspond à... qui correspond à un métier de maître nageur sauveteur, qui a une diversité de réalités territoriales, on l'a vu, mais nous, on contribue en tant qu'organisme de formation avec des spécificités à former des maîtres nageurs sauveteurs. Aujourd'hui, de ce que j'entends depuis ce matin, on parle de BNSSA et on parle de maîtres nageurs sauveteurs. Les différents organismes de formation qui sont là ont trouvé des moyens, via un bloc particulier, de permettre d'accéder à ce titre pour, je pense, faciliter la compréhension des choses. Est-ce que oui ou non la personne est MNS? Moi, je ne vous cache pas que quelqu'un qui est MNS et qui sort de STAPS, il a une coloration particulière dans sa formation. J'ai parlé tout à l'heure des DOST et des licences professionnelles. Elles associent la question de l'encadrement des activités aquatiques avec la question du management. Voilà. C'est une spécificité des formations DOST et licences professionnelles. Il y a la partie qui a été développée tout à l'heure autour de l'entraînement, voilà, qui est une autre coloration. Mais ce qui est important, je pense, pour vous en tant que recruteur, c'est est-ce que, oui ou non, le titre de maître nageur sauveteur est obtenu. Ça clarifie les choses. Moi, je trouve que on reste extérieur par rapport au BNSSA, on n'est pas certificateur bien évidemment, mais quand j'entends effectivement monsieur qui connaît très bien le BNSSA et qui est formateur et vous-même dire ça n'est pas du tout la même chose que de surveiller en espace fermé ou en littoral, je me réjouis que vous preniez en considération tout ça, et notamment que vous augmentiez la formation dans la surveillance, puisque jusqu'ici, les BNSSA surtout développent, à ma connaissance, des formations en sauvetage. Mais c'est la surveillance qui va être importante. Voilà, je veux pas être trop long. Navré si on vous donne l'impression d'un méli-mélo, d'un fourre-tout, mais je crois que c'était important de le signaler. Aujourd'hui, quand je rencontre des directeurs de piscine, par exemple, ils me disent tous qu'ils sont très contents d'avoir des équipes qui sont, on va dire, multicasquettes, ou en tout cas d'avoir été chercher des équipes qui ont été formées en STAPS par exemple, au ministère des Sports par exemple, à la fédération, etc. Des équipes mixtes. Voilà. On va conclure, Patricia, là-dessus. Je vais juste conclure très rapidement. L'équation, elle est complexe. On a parlé de complexité, d'environnement dans lequel il fallait prendre en compte les parcours. Aujourd'hui, c'est un maître mot à la construction des parcours de formation. Tous les certificateurs qui sont autour de la table, ils ont des profils différents. On parle d'étudiants, on parle de haut niveau. Sportif, oui, voilà. Nous, on est tout profil au niveau de la filière GEPS, d'étudiants, de jeunes qui sont encore scolarisés, de nageurs qui sont vraiment issus d'un cursus club associatif, et on intègre toutes ces données-là. Alors, je trouve au contraire que c'est une richesse. C'est une richesse qui est indispensable et incontournable dans la vision qu'on doit maintenir, en tout cas dans la vision qu'on doit avoir de l'avenir du métier ou des métiers pour demain. Et juste pour rebondir sur la problématique du BNSSA, effectivement, ça peut, voilà, on peut se poser la question de savoir si ça va complexifier, ça va rallonger. On essaye d'intégrer dans les travaux toutes les informations qui sont à notre disposition, et sauf erreur de ma part, il y a pas très longtemps un jugement rendu concernant
Ah bon, je suis en retard. Bon, pardon. En tout cas, ça a été rendu d'un employeur qui a été questionné sur la vérification de la compétence du candidat à surveiller et sauver et à intervenir dans un milieu qui était un milieu naturel. Donc voilà, ça se pose comme question. Et c'est pas simple et c'est complexe d'intégrer toutes ces données parce que, comme on l'a dit, on parle d'eau intérieure, on parle de littoral, on parle de milieux artificiels, mais voilà, chacun a ses spécificités. Tout le monde voudrait y retrouver ses petits, donc on peut pas incriminer, je pense, les certificateurs dans leurs propositions qui consistent à satisfaire à la fois les besoins employeurs, d'accord, les besoins de notre société, besoins qui évoluent, on l'a déjà dit, et puis d'intégrer, de faire en sorte d'intégrer dans ces parcours les candidats potentiels. Donc équation compliquée, complexe, et voilà, qui en tout cas a le mérite d'exister et qui fait que voilà, nous sommes là tous aujourd'hui. Merci.